Voilà. Donc le moi prédomine dans les causes. Comment faudrait-il maintenant, selon vous? Alors, nous revoici encore dans les causes et les analyses. Ici, je vais lire ce que vous avez écrit. Oui. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu. Nous sommes dans les causes. Soit les causes sont identifiées, examinées et corrigées sans complaisance, les causes d'origine humaine, afin d'éviter qu'elles continuent à l'avenir de produire les mêmes effets. Ces mêmes causes, les trois causes-là que vous avez dit. Donc, vous dites qu'il faut les identifier, les examiner et corriger sans complaisance. Est-ce que nous sommes vraiment à même de le faire pour l'instant? Oui, tout être humain est à même de le faire, étant donné qu'en chaque être humain, il y a cette capacité de connaissance, cette capacité d'expérience, cette capacité d'une certaine rationalité. En chaque être humain. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est comment accéder à cette capacité-là. Pour accéder à cette capacité, il y a des valeurs qui nous permettent facilement d'accéder à cette capacité. Ce sont les valeurs fondamentales et qui sont universelles. Et ces valeurs sont la justice, la vérité, l'honnêteté et l'amour du prochain. Dès qu'on est animé de ces valeurs-là, vous avez la facilité d'accéder à cette capacité qui est en toi pour pouvoir vous exprimer. Et dès qu'on accède à cette capacité, c'est vrai, il y a l'intelligence qui intervient. L'intelligence qui donne la forme maintenant à ce que vous devez faire. Ok, donc nous devons faire une introspection, une analyse intrinsèque de ces causes-là qui existent et les voir. Et dès que nous les voyons, dès lors, et maintenant dans l'ambiance actuelle, comment vous pensez comment ça peut se faire? Parce que nous avons eu des conférences, nous avons eu des Sun City, nous avons eu, je sais pas, comment on appelle ça toutes les conférences, de réconciliation. Est-ce qu'ils ont tenu compte de ce méfait ou bien de ses origines? Je crois que dans ces conférences-là... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais le problème est que, à la recherche de cette vérité, à la recherche de la façon de sortir de ce système, c'est un combat d'abord au niveau individuel. Mais quand nous mettons maintenant ce combat au niveau de la communauté, il y a un autre obstacle qui se présente. C'est le système extérieur qui ne veut pas effectivement que nous puissions arriver à cela. Et le déficit que nous avons, c'est de ne pas accepter cette influence de l'extérieur. Quand j'entends toujours des investisseurs extérieurs, des investisseurs étrangers, pourquoi ne pas se focaliser sur les investisseurs nationaux? Parler des investisseurs. J'ai eu à défendre les intérêts du patronat congolais. Je connais la composition du patronat congolais et je connais une partie de principes, de lois et de règles qui protégeaient en fait tout investisseur pour s'installer au Congo. Mais quand un investisseur congolais s'est manifesté, il ne bénéficiait pas de toutes ces lois, toutes ces règles qui défendaient les investisseurs étrangers. Voyez-vous. Alors, c'est déjà une aliénation quand vous ne voyez que l'investisseur extérieur pour vous développer. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un des deux. Dans les établissements scolaires jusqu'aujourd'hui, le fait de ne pas enseigner, par exemple, l'histoire des antiquités, des communautés qui composent la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui ne connaît pas les facteurs qui expliquent l'union de ces communautés
pour former la République démocratique du Congo. C'est très important. Nous savons que dans une famille, ce qui nous unit, c'est le sang. Oui. Okay. Bon, maintenant, dans notre communauté, qu'est-ce qui nous unit? C'est aussi le sang, mais il faut comprendre que ce sang-là exprimé comment? Il y a eu des mains coupées pour du temps de l'exploitation des caoutchoucs, des cafés et tout cela. Il y a eu des primades, il y a eu des esclaves, il y a eu des... Toutes ces choses-là constituent un passé pour nous et consolident en fait l'unité de la République démocratique du Congo. Ce qui explique que malgré la balkanisation, les choses ne semblent pas tenir. Aujourd'hui, on ne peut pas chasser les Kassaïens, par exemple, au Katanga. Ça ne peut pas s'expliquer. Ces gens-là se sont implantés là depuis longtemps. Ils ont créé des habitudes et on ne peut pas exclure, on ne peut pas cacher ces éléments-là. Mais le système qui ne veut pas que les choses aillent dans le bon sens appuie sur ce système-là pour que les choses ne puissent pas marcher. Donc voilà un peu le type de certaines causes qui expliquent l'aliénation de notre peuple. Voilà, nous arrivons au point où vous avez parlé des caractéristiques de la classe politique congolaise aussi qui était une cause. Quelles sont ces caractéristiques et comment vous les classifiez? Je les résume en disant que c'est simplement l'aliénation. C'est comme ça que je les résume. Nous faisons du copier-coller, comme on dit. Voilà. Donc l'aliénation, c'est-à-dire que le Congolais, même l'intellectuel d'aujourd'hui, pense toujours qu'il peut atteindre le niveau du blanc, vivre comme le blanc. Comme le blanc. Donc vivre... Nous sommes ici en Afrique. Il n'adapte pas sa richesse dans l'africanisme. Nous sommes ici en Afrique du Sud. As-tu déjà constaté un Sud-Africain qui rit donc parce que un de ses compatriotes parle mal l'anglais? Hein? C'est vrai, ça c'est vrai. Oui, oui. Les anglophones ne se moquent pas des gens qui ne parlent pas bien. Mais chez nous, tu vas voir sur les réseaux sociaux, tu as mal écrit le français, tu ne connais pas le français. Mais est-ce une valeur qui peut vraiment nous faire avancer? Non, c'est une valeur qui ne pourra nous faire que reculer. Ok. Nous avons en tout cas perçu ça dans le fait que, par exemple, les gens qui, donc, quand ils ont le moyen, ils se martèlent, ils prennent la position de celui qui comment dirais-je, le colonisateur. Le colonisateur, ouais. Donc, il devient, vous autres, vous n'êtes rien, c'est moi qui fais. Voilà. Donc, le moi prédomine dans les causes. Comment faudrait-il maintenant, selon vous, dépasser cette étape? Quels sont J'ai toujours parlé, il faut commencer par l'éducation d'un côté, parce que les aliénés, il y en a qui sont arrivés à un degré où s'il faut vraiment les faire venir à la raison, ça va demander beaucoup de moyens. C'est un problème qu'il faut étaler quand même sur une longue période. La destruction c'est fait peut-être un peu de temps, mais la construction prendra le temps. Donc il faut commencer par l'éducation. Qu'est-ce que vous pensez des avatars? Les avatars, ce sont les dirigeants, disons le leader, hein, qui peut banaliser ces genres d'histoires. Par exemple, nous pouvons prendre le président uruguayen qui habitait une cabane. Ça c'est trop fort. De toute façon, un chef, même dans nos traditions, un chef c'est quelqu'un de respectable, donc cette position faisait que l'entourage du chef, là où il doit rester, soit un coin quand même présentable. Ok, nous avons parlé des causes, hein. Ça ce sont des causes, hein, sur le plan des causes individuelles. Nous avons cité que non, l'aliénation elle est vraiment présente. Nous avons parlé des causes collectives dont le colonisateur qui incitait la division entre les communautés pour s'emparer, pour régner sur tous. Et nous avons parlé de la communauté internationale qui était le cerveau moteur. Le cerveau moteur Maintenant, sur le plan individuel, que doit faire le Congolais pour changer les choses?
chaque Congolais doit réfléchir, et il y en a beaucoup qui ont déjà commencé à réfléchir, à se réapproprier son identité. Cela doit se faire à quel niveau? Aux dirigeants ou à tout Congolais? Non, non. Au niveau individuel, chaque Congolais doit faire un effort pour se réapproprier son identité. Et cela nécessite ceci. Il faut connaître son histoire, la connaissance. Connaître d'où l'on vient. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions vivre ce que nous vivons aujourd'hui? Si je connais l'histoire de mon passé, mais ce n'est pas ça que mes ancêtres vivaient. Mes ancêtres vivaient en paix. Mes ancêtres étaient, sur le plan économique, ils étaient bien dans leur environnement, bien sûr. Sur le plan de justice, sur le plan de vérité, ils étaient bien par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons la cacophonie. Alors, quand nous nous posons ce genre de questions pour savoir, et donc c'est pourquoi je dis qu'il faut connaître d'où l'on vient, et quand on connaît d'où l'on vient, on se pose la question, mais comment on est parti de là, on est arrivé ici? Alors, quand on aura compris, quand on aura identifié cela, c'est déjà une porte ouverte à se réapproprier son identité. Sur le plan individuel. Sur le plan individuel. Okay, donc, c'est comme je dis toujours dans Contact Pro Live, nous essayons un peu de promouvoir la connaissance de cette constitution à tout un chacun de nous, parce que la constitution demande à ce que nous puissions connaître ces lois ici. C'est ça. Et maintenant, sur le plan collectif. Sur le plan collectif, c'est presque la même démarche, en ce sens que ceux qui ont compris, il ne faut pas développer un sentiment de rejet, il ne faut pas développer un sentiment de haine dans les relations. Il faut plutôt développer un sentiment de rapprochement. Se mettre du côté, se mettre dans le même groupe, c'est la démarche qu'il faut effectivement emprunter. Mais le problème, c'est savoir comment est-ce qu'on peut opérer cela. On peut opérer cela par certaines actions dans la vie. J'ai suggéré de revoir le programme d'éducation. Parce que c'est un problème qui doit s'étendre sur des générations. Il faudra que les enfants d'aujourd'hui, au lieu de rester dans les éléments d'éducation qu'ils ont aujourd'hui, des divisions, des dissensions, des conflits et de manque de raisonnement, manque de rationalité, il faut remplacer toutes ces choses-là par la connaissance d'abord de ce qui était le passé de la communauté africaine, en général congolaise. Et c'est ça qui va ouvrir les yeux aux enfants. Je donne l'exemple de mes petits-enfants, de mon fils ici aux États-Unis. Dans l'école, on leur avait demandé si on avait demandé à tous les élèves de donner un peu la généalogie et qu'est-ce qu'ils étaient leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents et tout cela. Bon, moi, je dispose de toutes ces données-là. Bon, j'ai communiqué ça aux enfants aux États-Unis, mais quand ils ont présenté ces choses-là dans l'école, tu ne peux pas t'imaginer comment ces enfants étaient pris en considération. Qu'ils connaissaient leurs grands-parents. Leurs grands-parents, et sur tout ce qu'ils étaient, et ainsi de suite. Mais demandez aujourd'hui, à la génération d'aujourd'hui, beaucoup de gens, s'ils connaissent le père de leur père, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Et n'allons pas au-delà. Et il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, après avoir enterré son père, c'est fini, ou sa mère, c'est fini, il ne pense plus à elle et tout cela. Mais s'il devient ministre ou bien président de la République et qu'il voyage à l'étranger, on va le faire incliner sur la tombe de quelqu'un qui est décédé en 1450, 1800. Et alors là, il va s'incliner, il va déposer le gerbe de fleurs.